articles ils sont lus en Palestine parmi les Palestiniens qui puissent lire l'anglais ou le français, mais c'est pas très répandu. Pas tous les Palestiniens peuvent faire ça. Mais ça fait 2 ans que j'essaye de donner une sommaire en arabe pour mes articles, pour familiariser les gens, les Palestiniens, plus de mes activités à l'extérieur de la Palestine. Je me demandais, comme tu t'occupes en fait, t'es à la tête de l'unité de santé mentale pour la Cisjordanie, donc tu te retrouves avec un rôle assez politique, enfin en partenariat avec le pouvoir, et on peut lire dans certaines des chroniques que tu as quand même un point de vue assez critique. Critique pour mes activités. Oui. Est-ce que mes écritures m'ont apporté des critiques? Oui, ou est-ce que en fait parce que tu te retrouves quand même est-ce que tu sens que tu as une liberté de ton, que tu peux dire tout ce que tu veux comme tu le veux? J'ai pas toute la liberté, il faut lutter pour ma liberté d'exprimer. Il faut créer beaucoup d'équilibre, de pouvoir pour obtenir la liberté de m'exprimer comme je veux par l'écriture. Mais ce n'est pas seulement mes écritures en Occident qui me posent de problèmes, parce que dans mon travail comme la directrice de santé mentale en Palestine, il y a déjà beaucoup d'enjeux politiques. Quand on parle de distribution de ressources pour la santé mentale, il y a beaucoup de politique dedans. Quand on parle des droits de quelques groupes minoritaires en Palestine, on parle des choses qui peuvent choquer le système politique, le système de pouvoir en Palestine. Alors, c'est pas seulement les choses que j'ai écrites en Occident, il y a beaucoup des autres enjeux. Il y a à côté de la lutte politique orthodoxe, la politique quand il s'agit des Israéliens, il y a beaucoup de politique sociale qui est liée, qui est une extension de la santé mentale qui peuvent apporter des contestations. Par les Palestiniens d'Israël, Cisjordanie et Gaza, où qu'il y a maintenant, du fait de la politique israélienne, il y a un cloisonnement qui fait que les relations entre les 3 secteurs ne sont pas évidentes. Où vous pouvez arriver à, par exemple vous en Cisjordanie, à avoir des connexions avec les gens à Gaza, chez les Palestiniens d'Israël, ou est-ce que c'est plus difficile? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il y a 3 secteurs de Palestiniens en Palestine. Les Palestiniens, ils sont beaucoup plus fragmentés que ça. Il y a les Palestiniens de Jérusalem, de Cisjordanie, de Gaza, de 48. C'est la division géographique, et les Palestiniens de diaspora, les Palestiniens de l'extérieur. Au niveau social, il y a les Palestiniens qui ont connecté leur intérêt personnel avec l'élite politique. Il y a les Palestiniens de camps de réfugiés et il y a les Palestiniens qui ne font pas partie de ces 2 groupes. Il y a aussi plusieurs catégorisations politiques. En fait, une des dommages les plus importants pour la collective de peuple palestinien, c'est la fragmentation. C'est fait dans une façon très sophistiquée, très subtile, et avec un agenda de casser l'enjeu collectif du peuple palestinien. Et les Palestiniens, ils sont conscients de ça. Et alors, il y a beaucoup d'efforts au niveau de société civile, des individus palestiniens, de chercher cette continuité, de chercher l'unité, malgré tous les efforts des Israéliens de fragmenter les Palestiniens et malgré la négligence des dirigeants palestiniens de faire
les efforts nécessaires pour créer cette union. Dans chaque intervention politique faite par les dirigeants, on peut observer comment il y a au moins négligence, si ce n'est pas fait délibérément, de contribuer à cette fragmentation. Un exemple de cette unité qui est promue, que la société civile essaie de promouvoir, c'est la grande mobilisation pour commémorer le Nakba, bientôt qui va arriver dans les semaines prochaines. Mais il y a des autres exemples de ça aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou c'était un peu à côté. Non, non, oui, c'est ça. Enfin, c'est vrai que c'est bien. Enfin, vous expliquez bien que les Palestiniens sont conscients de cette volonté de division. Parce que nous, de l'extérieur, en étant solidaires des Palestiniens et de l'injustice qu'ils vivent, etc., par moments, c'est vrai qu'on a peur, comment dire, déjà les divisions. Bon, alors c'est politique, mais Fatah-Hamas, on pensait que là, il allait y avoir l'unité. Mais apparemment, c'est beaucoup plus difficile que ça. Et donc, si on regarde cette division, si on regarde la difficulté, par exemple, pour quelqu'un de Cisjordanie d'aller à Gaza, de Gaza à Cisjordanie, à Jérusalem, c'est vrai que c'est inquiétant, comment dire, de voir, est-ce que c'est pas difficile pour les Palestiniens d'arriver à se percevoir toujours comme un tout, comme un ensemble? Est-ce que ça ne devient pas un peu difficile? Alors, c'est vrai que vous avez bien répondu en disant que les Palestiniens sont conscients de ça. Et... Les Palestiniens ordinaires, la société civile, il est consciente de ça. Les dirigeants, ils ne font pas leur devoir par rapport à cette histoire. Ils contribuent à cette fragmentation. Et la société civile en Occident, qui est solidaire avec les Palestiniens, et pendant longtemps, ils ne sont pas contribués à cette unité. Ils ne sont pas répondus à la société civile. Ils étaient responsables et ils ont collaboré avec quelques représentatifs, quelques, entre guillemets, représentatifs du peuple palestinien. Oui. Il y avait un soutien pour les dirigeants officiels de OLP. Et ça a continué malgré le fait que les Palestiniens ils ont exprimé à plusieurs reprises que cette représentation n'exprime pas l'aspiration. On dit aspiration? Aspiration. Ouais, les aspirations. L'aspiration du peuple palestinien. Malgré ça, les groupes de solidarité ont continué à collaborer avec ce groupe des Palestiniens et ça n'a pas aidé à créer cette unité. Et jusqu'à maintenant, le mouvement solidaire en Occident, il évite quelques groupes de Palestiniens qui sont classifiés par des régimes officiels en Occident comme des gens impopulaires, comme des gens dangereux. Mais ça justement c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi je suis conscient de ça, mais comment dire, c'est très difficile quand on est en Occident et on veut être solidaire de ne pas tomber dans ce travers, parce que comment dire, la solidarité, bon, au-delà de la solidarité pure, de témoigner de ce que subissent les Palestiniens, si on veut avancer dans le politique, par exemple sur les deux États ou sur Oslo, c'est difficile en étant en Occident d'avoir une position, par exemple, critique vis-à-vis de l'autorité, etc. Parce qu'on peut avoir l'impression aussi de faire le jeu des Israéliens. Nous, on n'est pas là-bas, on est ici. Donc on est un peu protégés, on a nos vies, et il faut qu'on ait des représentants. Et par exemple, sur la question des deux États, un État qui est très... La justice, ça serait un seul État, mais ici, dire une position, par exemple Oslo, les deux États, non, ça c'est...
c'est politiquement, c'est pas la justice pour les Palestiniens. C'est très difficile à mener. Moi, j'ai des amis qui s'engueulent sur ça, qui ont des débats très très durs. On est obligé d'avoir un référent politique des Palestiniens qu'on appuie. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est moins intéressant pour les groupes de solidarité de tomber dans les points de division. Mais il y a des choses sur lesquelles les Palestiniens, il n'y a pas de controversie entre les Palestiniens. Par exemple, les droits des prisonniers, la situation des enfants. Et moi, je pense que c'est plus prudent pour les groupes de solidarité de rester avec les thèmes qui n'invitent pas une division et d'éviter la division politique et d'éviter de boycotter un groupe contre l'autre et de rester plus proche de société civile. Par exemple, les campagnes sur le BDS, sur les prisonniers palestiniens, pour vous en Occident, c'est plus important que par exemple demander à Macron de reconnaître un État palestinien ou de, vous voyez? Ou d'avoir les débats sur un État ou deux États, parce que finalement c'est aux Palestiniens de décider ça. On peut avoir des opinions sur ça, mais est-ce que les groupes de solidarité à l'extérieur de la Palestine, ils n'ont pas le droit à voter pour ça. Alors, le discours, c'est un exercice intellectuel, mais ça ne va pas changer la réalité sur place. Il y a des choses plus claires dans lesquelles les gens de solidarité peuvent contribuer dans une façon qui fait un impact plus important. De protester contre toutes les violations de droits de l'homme en Palestine, par exemple, et contribuer à faire connaissance du point de vue palestinien sur leur vie sous occupation. Il y a beaucoup de choses qui sont moins controversielles. Le problème du groupe de solidarité, c'était après les élections qu'on avait en 2007. Il y avait cet boycott international provoqué par les régimes officiels et le groupe de solidarité. Il y avait un moment d'inertie, un moment de perplexité. Il ne savait pas comment réagir par rapport à ça. Et il y avait un boycott pendant pas mal de temps. Ils ont exercé au moins je peux dire, il n'était pas prudent dans cette réaction officielle de leur régime. Oui, c'est vrai. Ah bon, ouais, c'est vrai que... Ouais, enfin, sur la division, je pense que le mouvement de solidarité ici a essayé de ne pas prendre position et de critiquer la politique israélienne. Par contre, c'est vrai que, comme vous dites, là où c'est difficile, nous, quand on fait des voyages, on organise des missions, c'est vrai que souvent, les Palestiniens qu'on rencontre sont des gens qui nous ressemblent un peu aux Occidentaux. Et donc, on a un biais un peu. On ne connaît pas aussi bien la société palestinienne qu'on voudrait. Parce qu'on va rencontrer des militants du FPLP, des gens qui vont être... pas forcément laïques et tout, mais beaucoup moins dans la religion. Et ça, c'est vrai que c'est un problème qu'on a quand on fait des missions là-bas. C'est-à-dire qu'on voit la situation, donc ça, on se prend une grande claque. Et ça, c'est instructif. Mais au niveau de quel est le point de vue des Palestiniens, on a forcément un peu un biais, parce que les contacts qu'on a sont les contacts des associations, de certaines associations, qui peut-être nous ressemblent plus dans le mode d'expression. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un peu une difficulté, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Et les Palestiniens aussi, ils ne sont pas bien faits pour aider les groupes de solidarité à l'extérieur. Les Palestiniens, ils ne sont pas une stratégie nationale, c'est clair. Il y a quelques groupes qui ont leur vision des choses, mais il n'y a pas... C'est pas un problème quand on parle d'unité palestinienne, de réconciliation. Le problème le plus important des Palestiniens, ils ne sont pas une stratégie sur lequel on peut créer l'unité. Parce que quand on parle d'unité ou réconciliation, sans stratégie, c'est très faible. C'est très ambigu. Et puis, quand les Palestiniens préparent leur stratégie nationale, leur stratégie pour la libération,
ça peut guider les groupes de solidarité à l'extérieur. On peut demander aux groupes de solidarité de quoi faire. Et sans cette stratégie, les gens de solidarité, ils font leur freelancing. Chacun selon leur vision de comment aider les Palestiniens. Malheureusement, beaucoup de gens, ils comprennent le soutien du peuple palestinien, le soutien du peuple palestinien comme charity. Venez de charity pour les Palestiniens. Et ce n'est pas l'histoire. Ce n'est pas l'enjeu le plus important pour les Palestiniens. C'est un positionnement politique que les Palestiniens ont besoin de l'Occident, des gens en Occident. C'est une difficulté parmi plusieurs. Il y a aussi les groupes de solidarité en Occident, ils sont à la marge de société qui fait la politique de leur pays. Oui, ça c'est vrai. Et c'est pas aux Palestiniens d'essayer d'influencer. C'est vrai, mais ça c'est... Et c'est quelque chose. est-ce qu'il y a des thèmes que tu refuses d'aborder en fait, enfin, qui sont trop difficiles ou tabous, ou est-ce qu'il y a des zones encore non travaillées? Je pense pas qu'il y a des thèmes qui sont tabous ou que j'évite provoquer, mais quelquefois il faut prioriser. Il y a des choses plus prioritaires il y a des thèmes plus prioritaires. Comme j'ai très peu de temps pour écrire et beaucoup de sujets dans ma tête, il faut prioriser. Et j'écris les choses, je ne choisis pas les plus simples, je choisis les plus urgents. Les choses sur lesquelles il faut faire un positionnement. Par exemple, moi j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ce qui se passe dans le monde arabe. J'ai des opinions, mais ce n'est pas urgent pour moi. Et comme il y a des autres gens qui se positionnent, qui déclarent leur positionnement, et comme il y a des problèmes plus urgents chez les Palestiniens, alors j'essaie de repousser ce positionnement où on peut trouver des petits paragraphes dans mes articles sur la Palestine qui fait cette référence à ce qui se passe dans le monde arabe. Parce qu'en même temps, il y a aussi des Palestiniens dans le monde arabe qui sont impactés par les événements politiques qui ont lieu dans la région, comme par exemple les réfugiés au Liban ou le camp de Yarmouk qui est situé à Damas. Du coup, où il y a eu quand même beaucoup d'événements dramatiques. C'est vrai, mais pas seulement maintenant avec les cas de réfugiés. Pour longtemps, les Palestiniens, ils étaient, je ne sais pas c'est quoi l'expression en français, en anglais on dit the lightning rod. Vous connaissez c'est quoi le lightning rod? C'est la pièce dans la terre qui essaie de, quand il y a un problème d'électricité, qui essaie de minimiser le dommage. Les Palestiniens, pour longtemps, les gouvernements arabes, ils ont utilisé les Palestiniens pour se présenter comme gouvernement qui soutient la liberté devant leur peuple. Quand il y a un gouvernement arabe qui avance la cause palestinienne, c'est pour mettre à côté tous les autres enjeux de leur peuple. Tous les gouvernements arabes ont fait ça. La Syrie, le gouvernement Sultan Saddam, le gouvernement de Al-Qaddafi. Et quelquefois, les Palestiniens, les dirigeants palestiniens, ils n'étaient pas prudents à déclarer leur positionnement par rapport à des choses qui prennent lieu dans des conflits entre des autres pays arabes. Et souvent, les Palestiniens étaient la première communauté à punir. Et pas les dirigeants.
la communauté palestinienne dans les pays arabes. Et il y a beaucoup de Palestiniens qui peuvent, comme il y a 2/3 du peuple palestinien, il habite à l'extérieur de la Palestine, souvent dans les pays arabes. Les Palestiniens peuvent raconter beaucoup des histoires, comment les étudiants palestiniens étaient obligés à être déportés. Ils portaient leur pyjama quand les gouvernements d'un pays arabe, ils ont décidé de les déporter à l'extérieur d'un pays arabe. Et comment les pays arabes, ils ont coupé les dons pour les gouvernements. Ils ont, par exemple, dans quelques pays, ils ont privé les employés palestiniens qui ont travaillé pendant longtemps de leur compensation pour leur travail. Et comme punition, parce que les dirigeants palestiniens, ils ont pris une position contre ce gouvernement. Alors c'est très fragile la situation des Palestiniens dans les pays arabes. Et seulement les métaphores que j'ai dans ma tête, c'est comme les orphelines qui n'ont pas un père fort pour les protéger. C'est facile à les punir et facile à faire une prétence, de prétendre d'avancer leur positionnement. Les gouvernements arabes, ils peuvent avancer leur positionnement en prétendant qu'ils protègent les orphelins. Prétexte. Une prétention. Une prétention. Un prétexte, ouais. Un prétexte. Un prétexte? Non, je parle de prétention. C'est le même. Parce que là, on parle effectivement de la question des Palestiniens qui sont hors des frontières de la Palestine et d'Israël, qui sont dans des pays limitrophes, dans les pays arabes autour. Quel est le poids politique qu'ils peuvent représenter? En dehors d'être un enjeu entre les différents gouvernements, des soupapes, est-ce que en fait il y a une espèce d'action politique externe qui existe de la part des Palestiniens? Ok. Ça fait longtemps que le OLP et les représentatifs palestiniens, ils sont tournés le dos pour la majorité palestinienne à l'extérieur de la Palestine. Moi, je parle de l'autorité palestinienne. Il n'y a pas une représentation ou très mauvaise représentation de tous les Palestiniens à l'extérieur. Récemment, les Palestiniens de l'exil en Europe, ils ont essayé de créer leur congrès qui représente les enjeux des Palestiniens à l'extérieur. Et ils ont fait ça avec beaucoup de prudence, sans créer cette compétence entre le OLP ou l'autorité palestinienne, mais pour compléter ou pour créer une pression qui oblige les représentants palestiniens à l'intérieur de prendre en considération l'enjeu des Palestiniens à l'extérieur. Il y avait beaucoup de colère, beaucoup de rage, beaucoup d'incitation des représentatifs palestiniens à l'intérieur vers les gens qui ont essayé de faire cette représentation à l'extérieur. Et moi je parle de ça parce que c'est très important de créer cette collaboration, cette cohérence et harmonie entre les Palestiniens à l'extérieur et l'intérieur pour développer cette stratégie nationale de libération.